Les experts basket saison 4, épisode 9, ravis de vous retrouver sur Monaco Info en cette nouvelle année, on espère, avec Ali Traoré, que vous l'avez bien débuté. Bonjour mon cher Ali. Bonjour, meilleurs vœux. Pareil, bonne année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Tout a bien commencé pour vous? Très bien, nickel. On parle souvent de bonnes résolutions. J'ai vu déjà qu'il y a eu une petite course, 10 km pour entamer cette année. Eh oui, c'est les challenges personnels que je me lance. Bon, écoutez, pour l'instant, je suis encore un débutant. Mais ça se passe très bien pour Ali Traoré. On suivra bien sûr toute l'année l'évolution de l'objectif Ali Traoré Marathon 2026. Mais avant cela, on passe bien sûr au débrief. 4 matchs à débriefer, mon cher Ali, dans cette quinzaine, avec le premier, c'était l'année dernière, on va dire, en 2025, où Monaco, après une victoire face au Real Madrid, se devait d'enchaîner sur le parquet du Barça. Et les Monégasques l'ont fait avec une victoire maîtrisée, 90-74. Ce n'est jamais facile d'aller gagner là-bas du côté du Palau Blaugrana. Bien sûr, c'est l'une des salles les plus compliquées à gérer. Enfin, c'est une belle équipe qui va beaucoup mieux depuis le retour de l'entraîneur emblématique catalan, Xavi Pascual. C'était un bon match, vraiment. Monaco a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match. On a eu un gros Kevarius Hayes qui est en train de monter en puissance petit à petit dans l'effectif monégasque. J'attendais ça, vous savez que c'est l'un de mes chouchous. Bien sûr. Et on a vu aussi un bel effort sur les lignes arrière. Kevin Punter qui a été totalement muselé. Ouais. Un effort collectif. On a pu voir Mike James dessus, on a pu voir Elio Kobo, Mathieu Strazel dessus pour limiter son impact. Barcelone n'arrivait pas à tenir les duels. Individuellement, on sait les arrières monégasques sont monstrueux. Ouais. Donc individuellement, c'était très compliqué pour les défenseurs barcelonais. On sait, il y a certains joueurs, on ne va pas les nommer, que défensivement c'est compliqué. Et après, en fait, il n'y avait pas besoin de faire plus de passes décisives, puisque individuellement, on arrivait à les scorer facilement. Alors quand on domine tellement les 1 contre 1, il faut en profiter. Et Monaco a ensuite enchaîné face au Partizan Belgrade, qui était lanterne rouge, dernier d'Euroleague. C'est souvent un petit peu le péché mignon de cette équipe, relâcher un petit peu l'emprise face aux équipes mal classées. Là, un match sérieux, victoire 101-84 avec un bel effort collectif. Un bel effort collectif, il y a eu une vingtaine de passes décisives, si je ne m'abuse. En face, il n'y a plus grand-chose, malheureusement. Le Partizan, c'est une catastrophe industrielle. Mais ce qui est clair, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a eu un sérieux. L'équipe a pris le Partizan de façon respectable et leur a mis une bonne petite valise. 6 joueurs à plus de 10 points, ça veut dire que tout le monde, il y a eu plusieurs options offensives qui ont été utilisées. Oui, tout à fait. Il y a une vraie variété de jeux. J'ai vraiment aimé l'alternance de jeux. Et on a pu voir que finalement, petit à petit, cette équipe monégasque est vraiment en train de se créer un beau collectif. Avec Daniel Theis, qu'on attendait, qui a enfin été impactant d'entrée des deux côtés du terrain et qui a brisé aussi sa vilaine série à 3 points. Je crois qu'il était à 0 sur 17. Il a enfin mis dedans et brisé cette spirale. Oui, on sait qu'il a un bras qu'il est capable de mettre, mais là, il était clairement dans le dur. On le sait, dans une saison, il y a des hauts, il y a des bas. Il était plus sur le bas. Ses coéquipiers l'ont plus cherché aussi en début de match, donc forcément, ça aide pour le redonner de la confiance. Donc j'espère qu'à l'avenir, Daniel Theis va redevenir le joueur hyper impactant qu'il a pu être la saison dernière. Battre le Partizan, tout le monde l'attendait. Gagner à Valence, ça c'était un petit peu pas moins prévisible, mais c'était quand même une sacrée performance. Les Monégasques sont allés taper Valence 101-92. Valence qui était à 9-1 à domicile depuis le début de saison. Oui, alors je vous avoue que là, même moi, j'ai été un peu surpris. Je savais que Monaco avait les capacités de gagner là-bas. Je savais que c'était extrêmement difficile de gagner là-bas. Valence, qui est une des plus belles surprises de cette Euroleague. Et Monaco m'a surpris parce que le match a été plutôt dominé. Il y a eu un retour des joueurs de Valence, mais sur le contenu du match, Monaco était au-dessus. Donc c'était un très bon match. Un petit coup de projecteur sur Nemanja Nedovic, décisif dans ce match, qui nous met 16 points en 11 minutes, avec un bel impact, notamment dans le dernier quart-temps. Énorme match. Franchement, moi, je ne m'attendais pas à ce que Nedovic en ait encore sous le pied à ce point-là. Parce que cette année, on l'a vu quand même de façon assez sporadique, utilise des gros mots, des grands mots. Vous avez raison. Mais effectivement, c'est un joueur qui est en train de monter en puissance aussi. Et c'est une option en plus. Bon, on ne va pas parler de l'histoire de Corey Joseph. Peut-être que finalement, on n'aura même pas besoin, car Nemanja Nedovic est en train de montrer qu'il a encore de très beaux restes. Un focus aussi sur Kevarius Hayes, encore une fois dominant, et qui aime bien les équipes espagnoles au final. Oh oui, clairement, je pense qu'il est en train de faire son CV pour jouer en ACB dans le futur. Oui, son impact défensif, forcément, je l'ai dit, j'adore comment il sort sur les écrans, son impact, sa protection du panier. Maintenant, on arrive à mieux le trouver, donc là, à finir dans la raquette, à scorer, à défendre, les contres aussi. Donc clairement...
Ouais, cette équipe est vraiment en train de montrer son véritable niveau. On va en parler dans quelques instants. Les Monégasques ont aussi su rester sérieux en l'emportant à Nancy en Betclic Elite, sous la neige, enfin pas dans la salle bien sûr, mais on a vu toutes ces petites stories sympas des joueurs monégasques qui s'amusaient comme des enfants avec des boules de neige. On passe tout de suite au point d'Ali. Où l'on va continuer, mon cher Ali, l'analyse sur cette équipe monégasque qui reste sur 7 victoires et 2 défaites lors des 9 dernières rencontres d'Euroleague. Ouais. Et on a noté un petit changement sur cette période. Elie Okobo est entré dans le 5 majeur à la place de Mathieu Strazel. On a donc ce 5, Elie, Mike, Alpha, Jaron et Daniel Theis. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure option possible ? Tout à fait. Au-delà de l'intégration d'Elie Okobo dans le 5 majeur, il faut aussi noter le fait que Nikola Mirotic n'est plus dans le 5 majeur. Il a été remplacé par Jaron Blossomgame. Oui. Et je pense que c'est dans un souci d'équilibre, attaque-défense. Elie Okobo, franchement, il est en train de faire une superbe saison, donc c'est normal qu'on le met dans le 5 majeur. Du coup, on a une base arrière un peu petite, mais c'était le cas avec Mathieu Strazel. Oui. Mais on va dire qu'il y a plus de punch offensif quand on a Elie Okobo. Et justement, d'avoir Mathieu Strazel sur le banc, sortir du banc, ça rajoute plus de punch défensif. Pour moi, c'est un équilibre d'équipe. Là, c'est un 5 majeur extrêmement équilibré, avec des joueurs extrêmement talentueux, peut-être moins portés sur la défense, même s'ils font des efforts. On en a parlé notamment face au match à Barcelone. Ouais. Et des joueurs de devoir, hein. Alpha Diallo, Jaron Blossomgame, les tontons flingueurs, les méchants dans les films. Et ça fait du bien de les avoir dans le 5 majeur pour avoir l'impact dès le début. On sait que Daniel Theis, défensivement, c'est pas trop ça. Ouais. Mais d'avoir Diallo et Blossomgame, ça lui permet aussi de pouvoir s'exprimer offensivement. Ça veut dire que vous préférez démarrer donc avec Elie dans le 5 plutôt qu'avoir justement, quand il était en 6e homme en sortie de banc, cet apport avec la deuxième unité, comme on dit, la deuxième équipe Oui, je ne sais pas si je préfère, mais en tout cas, c'est la formule qui fonctionne pour Monaco actuellement. Donc, à mon avis, en vrai, on s'en fiche. tant que ça gagne. Tant que ça marche, ça nous va. Donc, je pense que, comme je l'ai dit un peu avant, je trouve que là, maintenant, Vassilis Spanoulis a trouvé la formule qui fonctionne pour Monaco. Et on voit au classement à Monaco 2e, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Donc, tout va bien. Est-ce que aussi c'est une bonne idée pour Mathieu de ne plus commencer les matchs ? On sait qu'il a aussi énormément enchaîné, il ne s'est quasiment pas reposé, il n'y a pas eu de vacances, de ne pas être starter comme ça et de rentrer, ça peut être aussi un petit après, on est en Europe, donc le fait de starter ou pas starter, ça ne change pas grand-chose, pas par rapport à la NBA. À partir du moment où il a un temps de jeu conséquent, il a un rôle important, c'est le cas. Alors c'est un petit sacrifice à côté, mais de l'autre côté, ça reste un joueur extrêmement important dans cette équipe, qui a un temps de jeu conséquent, donc je pense que ça devra lui aller. Vous avez évoqué aussi le cas de Nikola Mirotic qui reste sur 3 sorties consécutives à 13 points et avec un joli 7 sur 12 à 3 points. On l'a vu aussi en championnat faire un carton du côté de Nancy avec une très belle adresse aussi. Ça semble lui convenir, ce rôle de sniper en sortie de banc. Oui, alors ça lui convient. Déjà, le respect. Par rapport au fait que c'est une superstar du basket qui est capable de mettre son ego à côté et de se dire dans le 5 majeur, on va avoir plus de punch défensif. Ok, pas de problème, je laisse ma place à Jaron Blossomgame. Et de l'autre côté, j'avais appelé de mes voeux à ce qu'on l'utilise plus au poste bas. Faut oublier, ce ne sera pas le cas. Là, du coup, il est plus utilisé en floor spacer, c'est-à-dire en intérieur capable de shooter à 3 points. Le fameux poste 4 shooter qui nous attend, qu'on attendait depuis des années, il est là, c'est Nikola Mirotic. Il est adroit, il arrive à trouver ses positions, c'est un rôle qui lui convient, franchement, chapeau. Si on élargit aussi le spectre, on a l'impression que tout le monde semble aussi trouver sa place et son rôle dans cette équipe. Oui. On revient sur Kevarus Theis, qui est super impactant depuis plus d'un mois. Tout à fait. Là, maintenant, Monaco est en train de donner la pleine mesure de son potentiel. Et c'est arrivé en janvier. Je m'attendais plus février, mais très bien. C'est bien. En avant sur les temps de passage. Et si on peut sécuriser la place en play-off le plus tôt possible aussi, on prend dans cette Euroleague qui est le Far West. On le sait bien. On va passer tout de suite à la dernière chronique de cette émission. C'est la question du jour. Le slogan de l'Euroleague, Every Games Matter, chaque match compte. Mais est-ce que c'est bien vrai, mon cher Ali, que dans cette Euroleague, est-ce que tous les matchs comptent vraiment quand on voit certains cartons offensifs au fil des journées ? Là, je vais prendre mon rôle de Père Castor. Je vais raconter un temps où il y a très longtemps, à l'époque où je jouais en Euroleague, où je connaissais l'Euroleague, on avait, pour les équipes françaises, c'était 10 matchs. 10 matchs pour se qualifier pour le top 16. Et si on ne se qualifiait pas pour le top 16, saison d'Euroleague terminée. Ce qui fait que le match d'Euroleague, c'était vraiment
un événement. Okay. Voilà, toute la semaine était axée sur ça. Même limite, les matchs de championnat, on les mettait un peu à côté, on se concentrait sur ça parce qu'on savait qu'on n'avait que 10 matchs pour voir la suite. Donc forcément, les matchs étaient beaucoup plus préparés. Là, actuellement, avec le nombre de matchs démentiels qu'il y a en Euroleague, les équipes ont moins de temps de se préparer. Ils ont des plans de jeu moins élaborés. Et donc forcément, défensivement, ça en souffre. Maintenant, quand on voit les scores, il y a le dernier score de Monaco, c'est monstrueux. On voit souvent maintenant des matchs à plus de 100 points, des matchs à plus de 90 points, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Donc je pense que c'est les relations que vous avez faites. Le nombre de matchs fait que finalement, les défenses sont moins bonnes. Et je ne pense plus que chaque match compte. Parce que maintenant, on peut se dire, bon, là, on perd ce match-là cette semaine, il y en a un deuxième dans la semaine, ou alors on peut se rattraper la semaine d'avant, on peut commencer la saison un peu plus lentement et se rattraper plus tard, parce qu'il y a un nombre de matchs énorme. Ce qui n'était pas le cas avant, où il n'y avait que 10 matchs pour se qualifier. Alors une statistique pour étayer vos propos, 22 journées disputées déjà dans cette Euroleague. Si on regarde les résultats sur chaque match, seulement 5 fois, donc 5 journées sur 22, aucune équipe n'a réussi au moins à dépasser les 100 points. Dans les 17 autres journées, il y a au moins une équipe qui a marqué 100 points ou plus. Voilà. Dans ce sens-là, l'Euroleague commence à ressembler un peu plus à la NBA. Parce que là, pour le coup, la NBA, on sait qu'il y a 82 matchs à jouer. Donc forcément, il y a plein de matchs qu'on balance un peu, qu'on calcule pas trop, entre guillemets. Et maintenant, l'Euroleague commence de plus en plus à ressembler à ça. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Je vous laisse en décider. Vous parlez de NBA, on a aussi vu, c'est un phénomène qu'on voit depuis plusieurs années, l'arrivée de joueurs américains en nombre, ex-joueurs de NBA, qui étaient 8, 9, 10e joueurs dans une équipe en NBA, qui préfèrent être désormais première ou deuxième option en Euroleague. Ça aussi, il y a plus de talent dans son championnat désormais. Il y a clairement plus de talent en Euroleague, ça c'est incontestable. Mais aussi la mentalité de jeu qui a beaucoup changé. Des équipes précurseurs un peu comme Paris, qui font que le jeu est beaucoup plus rapide, il y a plus de possession. Valence cette année, il joue aussi un rythme débridé, vraiment énormément de possession, énormément de 3 points. Donc il y a clairement une influence des joueurs venus des États-Unis. Alors on sait que les équipes se connaissent quand même par cœur, puisque les meilleurs joueurs d'Euroleague restent dans le championnat depuis plusieurs années, même si elles changent d'équipe. Mais pour revenir sur ce que vous avez dit, ce temps de préparation, Vassilis Spanoulis se plaignait plusieurs fois dans la saison en conférence de presse d'avant-match. On rentrait de Limoges ou de Nancy le dimanche, on a un match mardi, j'ai pas pu préparer. Donc c'est vraiment ça. Donc du coup, il faut, on va dire, il va mettre en place les principes de base défensifs, mais on ne pourra pas le travailler à l'entraînement. On ne pourra pas dire, là, sur ce système-là, on fait ci, ça. C'est là, maintenant, c'est que de l'oral. Et après, il faut appliquer. Mais malheureusement, tout le monde joue avec avec cet handicap. Et les équipes qui s'adaptent le mieux sont au long du classement. C'est le cas de Monaco. Donc, chapeau, M. Spanoulis. Est-ce que c'est une dérive dangereuse pour vous quand on sait que la NBA Europe pousse pour débarquer sur le continent ? C'est une dérive dangereuse, mais je pense qu'on ne peut rien y faire. Et je ne sais pas, est-ce que les gens apprécient plus ce genre de jeu ou pas, même si ça reste quand même du basket européen, où quand même le collectif prime plus par rapport aux jeux américains. Ça fait des matchs avec plus de points, plus de spectacles, etc., etc. Donc faut voir, faut voir si vous êtes un peu un vieux grincheux comme moi, ou vous êtes la nouvelle génération qui apprécie plus ce genre de jeu. Parce que ça défend quand même beaucoup plus qu'en NBA, où désormais on tend vers des matchs où il y a des 140 à 130, etc. Où là ça devient vraiment n'importe quoi, entre guillemets. Ça n'a rien à voir. Quand on combine le talent des joueurs NBA et les règles qui font que défendre sont plus compliquées, ça donne des scores absolument délirants. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette Euroleague, nouvelle version comparée à ce que vous avez connu à l'époque, mon cher Ali. Merci en tout cas pour cette analyse, c'était très intéressant. On vous souhaite une bonne semaine sur Monaco Info et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro des Experts.